Pendant des années, Vladimir Poutine a poursuivi une vision façonnée par l'histoire, la mémoire et le ressentiment. L'invasion de l'Ukraine devait être décisive, une série d'engagements maîtrisés destinés à réaffirmer l'autorité de Moscou, à restaurer son influence dans l'ancien espace soviétique et à envoyer au monde un signal de puissance. Au lieu de cela, elle a ouvert un cycle prolongé d'avancées et de retraits, de pertes croissantes, d'équipements détruits et d'une pression sur les fondations russes qui ne cesse de s'intensifier. Ce conflit n'a jamais été conçu pour durer. Les premières hypothèses prévoyaient une progression rapide, une résistance limitée et une issue politique rapide. Ce qui a suivi fut tout autre. Les combats se sont durcis, les lignes de front se sont stabilisées puis déplacées de nouveau. Les ressources ont été consommées plus vite que prévu et les coups stratégiques ont commencé à s'étendre bien au-delà du champ de bataille. Pour comprendre comment ce moment est advenu, il faut regarder en arrière. En 1999, lorsque Vladimir Poutine fit ses premiers pas sur la scène nationale, sa vision du monde apparut clairement. S'adressant au Parlement russe, il évoqua l'influence historique, les zones d'intérêt légitimes et la nécessité de veiller à ce que la Russie ne soit plus jamais ignorée. Le message était subtil, mais sans équivoque. La Russie devait être plus qu'une puissance régionale. Avec le temps, cette idée s'est durcie. En 2005, lors d'un discours devant l'Assemblée fédérale, Poutine qualifia l'effondrement de l'Union soviétique de catastrophe géopolitique. Ce n'était pas simplement un regard porté sur le passé, c'était une déclaration d'intention. Pour lui, la dissolution n'était pas une fin, mais une interruption, une perte à corriger. Son parcours a façonné cette conviction. Élevé à l'époque soviétique, et ayant servi de longues années au sein du KGB, il a connu à la fois l'apogée de la puissance soviétique et l'instabilité qui suivit son effondrement. Le chaos des années 1990 a laissé une empreinte économique, politique et psychologique. Restaurer l'ordre, l'influence et le respect est devenu central dans son exercice du pouvoir. Au fil des années, cette ambition s'est traduite en politique concrète. Dans les anciennes républiques soviétiques, Moscou a cherché à préserver son levier, parfois par le commerce, parfois par des accords de sécurité, parfois par des pressions politiques. En Biélorussie, l'alignement est resté solide. Dans certaines régions d'Asie centrale, la dépendance aux marchés et aux infrastructures russes a persisté. Mais ailleurs, l'emprise s'est affaiblie. La Géorgie s'est tournée vers l'ouest. La Moldavie a exploré l'intégration européenne. L'Ukraine s'est éloignée de manière décisive de l'orbite de Moscou. L'Ukraine, en particulier, revêtait un poids symbolique et stratégique considérable. Les dirigeants russes la présentaient fréquemment comme indissociable de l'identité russe elle-même. L'annexion de la Crimée en 2014 marqua la première étape majeure vers l'inversion de cette séparation. L'invasion à grande échelle, des années plus tard, devait achever ce processus. Elle n'y est pas parvenue. Les combats se sont prolongés. Les avancées ont ralenti. Des retraits sont devenus nécessaires. Les pertes ont dépassé les prévisions initiales. La destruction d'équipements a accru la pression sur les capacités de production. Et au lieu de consolider son influence, Moscou a commencé à en perdre. Les anciens partenaires ont pris note. Dans le Caucase et en Asie centrale, des États autrefois dépendants des garanties de sécurité russes ont commencé à réévaluer leur position. Les routes commerciales se sont diversifiées. Les signes tétir, équilibre diplomatique, ont évolué. Les pays ont exploré des alternatives, non par idéologie, mais par calcul. À l'intérieur de la Russie, la pression est devenue visible. Le coût humain a pesé lourdement. Des familles à travers le pays ont ressenti l'impact d'un conflit prolongé. La pression économique s'est intensifiée à mesure que les sanctions restreignaient l'accès au marché, aux technologies et au financement. Si les chiffres officiels variaient, des évaluations indépendantes indiquaient des pertes significatives et des conséquences démographiques à long terme. Sur le plan économique, la croissance s'est poursuivie, mais de manière inégale. Selon le Fonds monétaire international, l'expansion a ralenti, largement portée par la production de défense plutôt que par un développement généralisé. La pression sur la monnaie, la réduction des réserves et les importations limitées ont transformé la vie quotidienne. L'énergie, autrefois principal levier de la Russie, est devenue plus difficile à rentabiliser. Les sanctions se sont durcies, les acheteurs ont négocié des rabais, les infrastructures ont subi des perturbations répétées, les flux de revenus se sont restreints. Ces pressions ont eu des effets politiques. Le mécontentement régional s'est amplifié. Des manifestations ont éclaté contre la gouvernance locale et les difficultés économiques. Dans des régions éloignées, les discussions sur l'autonomie et l'autodétermination ont gagné du terrain, non comme mouvement coordonné, mais comme signe
signe d'une cohésion qui s'érode. Au-delà des frontières russes, la perception a changé. L'image d'une puissance militaire irrésistible s'est estompée à mesure que les engagements ne produisaient pas d'issue décisive. Des années après le début du conflit, les changements territoriaux restaient limités. Le contraste entre les attentes et la réalité est devenu impossible à ignorer. Pour de nombreux États voisins, cela a été révélateur. L'Arménie a recalibré sa position. L'Azerbaïdjan a diversifié ses partenariats. L'Ouzbékistan et le Kazakhstan ont exploré de nouveaux corridors commerciaux et sécuritaires. La Géorgie et la Moldavie ont accéléré leur engagement occidental. Chaque décision reflétait la même conclusion. S'appuyer sur Moscou comportait désormais plus de risques que d'assurance. L'Ukraine, quant à elle, s'est adaptée. Malgré les pertes et une pression immense, elle a continué à résister aux avancées, à ajuster ses déploiements et à intégrer un soutien extérieur. Le conflit est devenu une épreuve d'endurance, logistique, financière et politique. Pour Poutine, l'issue porte une profonde ironie. En cherchant à consolider le pouvoir et à restaurer l'influence, la guerre a accéléré la fragmentation, à l'intérieur comme à l'extérieur. Au lieu de rapprocher les anciens territoires, elle les a éloignés. Au lieu de projeter la force, elle en a révélé les limites. L'histoire se souviendra probablement de cette période, non pour l'empire reconstruit, mais pour la cohésion perdue. Elle pourrait aussi être retenue comme le moment où l'élan a discrètement basculé sous la surface. Non par des déclarations spectaculaires ou des effondrements soudains, mais par accumulation de pression, d'erreurs de calcul et de conséquences à long terme. Les structures de pouvoir disparaissent rarement du jour au lendemain. Elles s'érodent, elles s'amincissent, elles s'adaptent sous contrainte jusqu'à ce que l'adaptation elle-même devienne un signe de faiblesse. Ce qui semblait durable exige désormais un renforcement constant. Ce qui inspirait l'alignement réclame aujourd'hui la conformité. Et ce qui était présenté comme une restauration de l'ordre ressemble de plus en plus à un effort prolongé pour gérer le déclin. Ce qui semblait durable exige désormais un renforcement constant. Ce qui inspirait l'alignement réclame aujourd'hui la conformité. Et ce qui était présenté comme une restauration de l'ordre ressemble de plus en plus à un effort prolongé pour gérer le déclin. Dans cette dynamique, chaque décision devient plus lourde de conséquences que la précédente. Chaque mouvement stratégique nécessite davantage de ressources, davantage de justification, davantage de contrôle. Là où l'assurance dominait autrefois, la prudence s'impose désormais. Là où la projection de puissance suffisait à façonner les équilibres, il faut aujourd'hui négocier, compenser, ajuster. La mécanique du pouvoir change subtilement lorsqu'elle passe de l'expansion à la préservation. Maintenir une position coûte souvent plus cher que la conquérir. Défendre une influence demande une vigilance permanente. Et plus l'effort se prolonge, plus il révèle les lignes de fracture interne, économique, sociale, institutionnelle. À l'extérieur, les partenaires observent avec attention. Les alliances deviennent transactionnelles. Les engagements sont pesés avec davantage de prudence. La confiance, une fois fragilisée, ne se restaure pas par décret. Elle se reconstruit lentement et parfois ne revient pas. À l'intérieur, les équilibres budgétaires se tendent. Les priorités nationales se redéfinissent autour de l'effort stratégique. Les investissements civils rivalisent avec les dépenses de sécurité. Les générations futures héritent non seulement d'infrastructures et d'institutions, mais aussi des choix géopolitiques d'aujourd'hui. L'usure ne se manifeste pas toujours par des ruptures spectaculaires. Elle s'installe dans la durée. Elle se lie dans les chiffres, dans les discours, dans les ajustements progressifs. Elle transforme la rhétorique. Elle modifie les attentes. Elle redessine les horizons. Et pourtant, l'histoire montre que les périodes de tension prolongées peuvent aussi produire des recompositions inattendues. Les systèmes s'adaptent, les sociétés absorbent les chocs, les équilibres se réorganisent autour de nouvelles réalités. Rien n'est figé, ni le déclin, ni la résilience. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les choix stratégiques engagent bien au-delà du court terme. Ils façonnent les marges de manœuvre futures. Ils influencent la position d'un pays dans l'ordre international pour des décennies. Ils déterminent la capacité à négocier, à coopérer, à peser dans les crises à venir. Ainsi, la question n'est plus seulement de savoir comment un conflit évolue, mais comment il redéfinit durablement les rapports de force, comment il transforme les perceptions. Exagération et sans manquer les moments qui façonnent réellement l'avenir. Assurez-vous de vous abonner et de rester avec nous, car dans des conflits comme celui-ci, les changements les plus importants ne s'annoncent presque jamais jusqu'à ce que leurs conséquences soient déjà scellées.